Explosion du chômage, appauvrissement des Français, destruction massive d'emplois. C'est en ces termes, entre autres, que la plupart des observateurs décrivaient les conséquences de la crise sanitaire. Beaucoup imaginaient le pire, et si finalement il n'en était rien. Bonjour Marc Vigneault. Bonjour Julien. Journaliste donc au Point, merci d'être avec nous. L'INSEE donc qui dévoile 2 publications et qui démontre, statistiques à l'appui, que l'apocalypse n'a pas eu lieu. Alors ça va, oui je le disais, totalement à l'encontre du discours, je dirais, dominant en la matière. Oui, rappelons-nous, il y avait eu le Monde qui avait titré sur 1 million de nouveaux pauvres. Et puis cette déclaration a été soutenue par des associations qui viennent en aide à des personnes en situation de pauvreté, oui. Les distributions alimentaires, etc. Et puis finalement, ce chiffre a vécu sa vie, s'est répandu un peu partout. Et puis en fait, l'INSEE vient de dire, après une étude qui est encore préliminaire, mais que le nombre de pauvres n'a probablement pas augmenté ou pas beaucoup augmenté en 2020 en France. Et donc, il y a tout un tas de raisons qui expliquent cela. On pourra y venir, mais après, il faudra aussi noter les limites de cet indicateur. Mais en tout cas, c'est ça, parce que l'INSEE donne un chiffre, donne le chiffre de 14,6% qui est le taux de pauvreté. Est-ce qu'on peut simplement réexpliquer en un mot ce que veut dire ce chiffre et ce que veut dire cette expression de taux de pauvreté, qu'on comprenne? Parce que les gens pensent souvent, quand on parle de pauvres, ils pensent souvent que c'est des gens extrêmement démunis, voire des SDF, etc. Et la pauvreté, c'est la pauvreté monétaire dont on parle. C'est un concept un peu différent. En fait, c'est un niveau de revenu qui est relatif à celui de la médiane de la population. La médiane, c'est le revenu qui permet de diviser la population en deux, c'est-à-dire qu'il y a la moitié de la population qui gagne plus et la moitié de la population qui gagne moins. Et donc, le seuil de pauvreté en France, aujourd'hui, il est fixé, en tout cas en 2019, il était fixé à 1102 € par personne, parce qu'on parle de niveau de vie, donc on prend en compte la taille du foyer. Donc chaque personne dans le foyer, c'est un effet statistique, a le même niveau de vie, et pour être pauvre, il faut avoir des ressources qui sont inférieures à 1102 € par mois par personne. Alors, dans les chiffres de l'INSEE, il y a 2 indicateurs qui sont intéressants. D'abord, les pertes d'emplois. On est allé jusqu'à dire on va perdre effectivement 800 000, 1 million d'emplois. Et l'INSEE, en fait, dit non, pas du tout. On a perdu environ 260 000 emplois. Ça, c'est un chiffre et un fait, pour le coup, qui est assez parlant. Voilà, c'est ce qui explique de façon assez forte que effectivement la pauvreté n'a pas autant explosé qu'attendu, parce que le chiffre d'1 million de pauvres que je vous ai cité, il était effectivement fondé sur des projections, sur un nombre d'emplois qu'on pensait voir détruits, et puis finalement le chômage partiel, on voit que une des mesures principales du gouvernement pour atténuer la crise, un peu comme partout en Europe, c'était un chômage partiel très bien indemnisé, pris en charge par l'État, et donc ça a permis d'éviter un nombre très important de destruction d'emplois. Et l'autre chiffre intéressant, pardon je vous coupe, mais c'est le chômage. Alors on va venir, mais la Banque de France était même allée jusqu'à dire on va arriver fin 2021 à 11% de chômage en France. Bon, on a vu avec les chiffres récents qu'on en est à moitié moins, pour ainsi dire, ou un petit peu plus. Voilà, c'est les deux faces d'une même médaille. Ça veut dire que si le chômage partiel a très bien fonctionné, ensuite l'économie est repartie beaucoup plus fortement que ce qu'on pouvait craindre. Et donc finalement, effectivement, le chômage baisse et même le taux de chômage est à un niveau qu'on a du mal à expliquer. On a l'impression que les entreprises ont embauché en sortie de crise assez massivement. Mais là, il faut se souvenir qu'on ne parle que de l'année 2020 pour la pauvreté. Voilà, donc on peut dire en fait que la pauvreté n'a pas augmenté au sens où il n'y a pas eu plus de personnes pauvres. Par contre, les gens doivent se dire qu'est-ce qu'on nous sort comme statistique, c'est pas du tout conforme à ce que j'ai observé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des gens qui sont tombés dans une pauvreté plus intense, plus compliquée, qui les a forcés à aller aux aides alimentaires, etc. Oui, c'est ce que j'allais vous dire finalement, Marc, parce que quand on regarde sur le terrain, et vous en parliez, les associations caritatives, elles n'ont pas du tout le même discours pour le coup. On nous dit 10% de volume de distribution en plus au Resto du Cœur, de mémoire, 7% de plus de nouveaux inscrits sur ces aides alimentaires. Ça, c'est une réalité de terrain et c'est compliqué d'opposer de la statistique finalement. Bien sûr. Mais c'est très variable d'abord d'un endroit à l'autre, donc ça dépend un peu vraiment des endroits. Il y a des endroits où il n'y a pas eu de hausse constatée. Et puis par ailleurs, ce qu'il faut voir dans la statistique de l'INSEE, c'est qu'il se concentre sur les ménages
les ménages, ce qu'ils appellent les ménages classiques, c'est-à-dire dont la personne principale n'est pas étudiante. Or, on sait que dans ces files alimentaires, on a vu beaucoup d'étudiants donc l'INSEE a du mal à repérer ce type de foyer. Donc les étudiants ont été très touchés. L'INSEE dit bien que ça ne prend pas en compte son étude les revenus au noir. Et évidemment, il y a plein de petits boulots étudiants qui ne sont pas déclarés, comme les babysitting, les restaurants fermés. Donc les étudiants qui travaillent beaucoup, quelques heures, qui peuvent travailler quelques heures dans les restaurants, n'ont pas eu de ces revenus à ce moment-là. Ouais. Et puis, il y a des gens qui ont pu se dire la situation va être extrêmement compliquée, je n'aurai pas de quoi m'acheter de la nourriture à la fin du mois, donc il faut que j'aille à l'aide alimentaire, alors que finalement la situation était tellement compliquée, on ne pouvait plus dépenser, que les dépenses ont finalement baissé presque plus que les revenus. En tout cas, c'est ce qu'on voit grâce à une étude complémentaire de l'INSEE sur les comptes bancaires de la Poste, donc notamment des gens assez modestes, en fait, leurs dépenses ont moins diminué que les autres Français, forcément, puisqu'ils ne dépensent pas beaucoup, puisqu'ils ont des budgets très contraints, mais elles ont quand même baissé. Et donc, si vous voulez, il y a pu avoir des effets aussi de crainte. Et puis, la statistique de l'INSEE, elle est annuelle, c'est-à-dire qu'on observe que sur l'ensemble de l'année 2020, la pauvreté n'a pas augmenté, mais chaque mois, il y a certaines personnes qui ont eu des baisses de revenus et après, elles ont été compensées par des aides de l'État. Donc, ça veut dire qu'en attendant les aides de l'État, peut-être que certaines personnes sont allées à l'aide alimentaire et que après, les aides de l'État ont permis de compenser un petit peu les baisses de revenus. Et donc, statistiquement, sur l'ensemble de l'année, on ne voit pas d'augmentation du nombre de pauvres. C'est ça, c'est toute la différence entre entre la perception et la statistique, si je puis dire. Voilà, alors on sait que statistiquement, donc le nombre de pauvres n'a pas augmenté, mais il y a des titulaires, par exemple, du RSA, on voit très bien sur leur compte bancaire, que eux, leurs revenus ont baissé. Souvent, d'ailleurs, pas parce parce qu'ils ont perdu du RSA. Mais il y a eu moins de consommation RSA, aussi. Par définition, c'est stable. Oui, mais c'est aussi que parfois, ces gens-là, les autres années, ils reprenaient un emploi, ils travaillaient quelques mois, etc. Donc, pendant cette période en 2020, ces gens-là qui auraient dû sortir du RSA ne sont pas sortis du RSA et donc par rapport aux revenus qu'ils auraient pu avoir une année classique, leur revenu a baissé. Cette baisse, elle est de 7%, elle a été atténuée par les aides de l'État qui a quand même fait des versements plusieurs fois, 100, 150 euros. Et à la fin, on estime que la baisse de leurs revenus en moyenne atteint 4%. Mais elle est concentrée sur des personnes qui auraient retrouvé une autre année, une année classique, un emploi à certaines parties de l'année, et en fait, qui ne l'ont pas retrouvé cette année-là. Mais justement, Marc Vigneault, quand on parle de cette différence, et à travers l'exemple que vous citez, de différence entre la perception et la statistique, mais en un mot, parce qu'on arrive au bout, mais dès l'instant où on rentre sur ces sujets-là de perception statistique, on rentre aussi dans un enjeu politique. Est-ce que ça veut dire que pour le gouvernement, pour Macron, qui n'est pas encore candidat, mais qui a priori devrait l'être, il y a aussi un sujet, j'allais dire, de fact-checking d'une certaine manière, ou en tout cas de pédagogie au moment où il défendra son bilan. C'est-à-dire de donner quelques chiffres et de mettre quelques chiffres en face, justement, versus, si je puis dire, une forme de perception qui n'est, comme on voit avec l'exclusivité, pas tout le temps tout à fait exacte. Oui. Alors, d'abord, il n'y a pas que la perception des Français. Si on martèle toute la journée que la situation est horrible et qu'il va y avoir 1 million de nouveaux pauvres, on va finir par le croire. Donc, finalement, ces statistiques, il y a beaucoup de gens, je sais, on voit bien sur le site internet du Point, qui les remettent en cause, etc. Non, ces chiffres sont extrêmement fiables, même si c'est un chiffre préliminaire de micro-simulation. En général, l'INSEE fait tous les ans cette étude-là. Et il y a un deuxième rapport qui arrive ensuite. Ils sont en général très bien confirmés par les vraies observations à partir d'enquêtes vraiment très très importantes. Et donc cette statistique, elle est réelle. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens ponctuellement qui sont tombés dans une pauvreté plus importante. Naturellement. Que c'était encore une fois un seul indicateur de pauvreté monétaire relatif. Si par exemple le revenu des Français en général avait beaucoup augmenté en 2020, si le revenu des personnes modestes restait stable, on aurait eu droit à une explosion de la pauvreté. Donc c'est un concept relatif qu'il faut relativiser. Mais en tout cas, par rapport à une économie qui s'est effondrée de presque 8%,
il faut noter quand même que c'est un résultat assez impressionnant et que dans les autres crises, ça ne se passe jamais. Ça ne s'est comme jamais ça. produit Donc, effectivement il faut noter de cette manière-là. du filet de sécurité déployé par l'État. Et ça ne veut pas dire qu'on est forcément pro-Macron quand on dit ça, puisqu'en Europe, il y a d'autres pays qui ont déployé des filets de sécurité de très bonne qualité, mais il faut noter que c'est un résultat assez remarquable. Bon, Marc, qu'est-ce qu'on lit dans le point cette semaine en 10 secondes? Eh bien, on lit une enquête sur comment les GAFA, les GAFAM, ces fameuses entreprises technologiques américaines, influencent la France, arrivent à remporter des marchés publics, à équiper les réseaux de l'État, à influencer les politiques. Et donc, en miroir, on ne développe pas nos solutions nationales, on ne crée pas nos champions numériques, et finalement, ça acte une perte d'influence de la France et de ses technologies. Autre vaste sujet, c'est donc à la une du Point. Merci beaucoup Marc Vigneault, journaliste. Je rappelle donc au Point aujourd'hui dans Ecorama sur Boursorama. Merci beaucoup. Au revoir.